La seconde partie de notre semaine dans le monde, toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes et je vous les représente très rapidement. Guillaume Perrault, grand reporter au Figaro, Alain Frachon, éditorialiste au Monde, Isit Ascoberetta, chargé des projets éditoriaux pour Cartooning for Peace et Anna Maria Merlopoli, quotidien à Paris pour le quotidien italien Il Manifesto. Les réfugiés continuent à se bousculer aux portes de l'Europe. Ils arrivent par centaines chaque jour en Grèce. Le pays est complètement submergé et la fermeture cette semaine de la route des Balkans n'a évidemment pas arrangé la situation. Les Européens qui comptent aujourd'hui sur les Turcs pour retenir sur leur sol les migrants qui rêvent d'Europe. Il y a eu cette semaine un sommet Union européenne-Turquie. On écoute tout de suite le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu. Nous avons pris une décision audacieuse, comme je l'ai dit, en acceptant tous les migrants illégaux venant en Turquie, en respectant leurs origines. Et nous les accepterons en vertu du principe selon lequel, pour chaque Syrien réadmis en Turquie depuis les îles grecques, un autre Syrien sera réinstallé en Europe. Guillaume Perrault, c'était le sommet du grand marchandage. Je te donne, tu me donnes. Oui, c'était le sommet du grand marchandage. Négocier avec la Turquie et s'efforcer de parvenir à un compromis, c'est absolument indispensable, ça c'est certain. Une des difficultés, c'est évidemment l'attitude jusqu'au boutiste d'Erdogan, qui se sert de façon notoire de la crise migratoire comme d'un instrument de chantage à l'égard des Européens et qui recherche en permanence le rapport de force. Toujours, toujours, toujours. C'est vraiment une constante des relations des pouvoirs publics turcs actuellement avec l'Union européenne. Alors, du point de vue des Européens, faire en sorte que plutôt que de sanctionner la Grèce en la suspendant à titre provisoire de l'espace Schengen, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Essayer que ça ne règle pas le problème. Comment Non, mais c'était évoqué très sérieusement jusqu'à il y a encore quelques semaines. Faire que la majorité des migrants demeurent, et dans l'esprit de l'Union européenne, le plus possible de migrants demeurent en Turquie et que les fameux hotspots soient installés en Turquie, ça paraît raisonnable. Mais on vient de voir que ce n'est pas exactement ce que souhaite la Turquie, puisque c'est un accord un contre un, si j'ose dire, même si c'est un peu gênant de formuler les choses en ces termes. Et, par ailleurs... Mais c'est gênant, mais c'est ainsi que ça a été formulé par les Européens et par les Turcs, en ces termes-là. Par ailleurs... Non, vous n'êtes pas d'accord, Alain Frachon? Non, c'est plus compliqué que ça, non? Par ailleurs, il y a la question des contreparties. Était-il judicieux d'accepter d'inclure la relance des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, même si ça reste quelque chose de très long, très complexe, un chapitre de plus d'ouverture, de négocier, c'est pas ça qui va changer fondamentalement les choses, je le concède, mais ça donne l'impression aux opinions publiques européennes, qui ne sont pas au fait du caractère technique de ce sujet, qu'on a cédé à Erdogan. Ça, c'est une première remarque. Mais est-ce que vous pensez que ça gêne franchement les opinions publiques européennes? Est-ce qu'elles ne sont pas plus gênées par l'arrivée massive des réfugiés, ces opinions publiques, que le fait qu'on lâche du lest à Erdogan? Et ils vont peut-être aussi être réticents à l'idée qu'il y ait une libre circulation des ressortissants turcs dans l'espace de l'Union européenne sans visa à partir de l'été prochain. Ça, c'est pas fait encore, hein, apparemment. Si ça se fait. Si ça se fait, oui. Alain Frachon, et pendant ce temps, Erdogan, lui, il en profite pour museler les médias. Et ça, autant dire que ça, c'est plus tellement la préoccupation des Européens. On ne pipe plus un mot là-dessus. Non, ce n'est pas vraiment leur préoccupation. Ça figure dans leur communiqué commun, mais à la fin, au point 13, c'est une sorte de périphrase entre deux virgules. Ce n'est pas vraiment leur préoccupation, non. Et je pense moi aussi, comme vous, que je ne suis pas sûr que les opinions publiques européennes soient très sensibles à la dérive de plus en plus autoritariste de Erdogan en Turquie. J'en suis pas certain. Alors il faut voir que, il faut pas oublier non plus qu'on est mal placé pour donner des leçons de morale aux Turcs. Les Turcs ont accueilli 2 500 000 réfugiés de Syrie, sans compter les gens d'Irak qui sont aussi en Turquie. Ils l'ont fait frontière ouverte,
ça continue d'une certaine manière. Je ne dis pas que leur politique à l'égard de la Syrie est une politique qui n'est pas critiquable. Elle est éminemment critiquable, me semble-t-il. Mais enfin, à l'égard des réfugiés, voilà, si vous êtes réfugié en Syrie, maintenant le marché du travail est ouvert. Après, toutes les dotations, bon, ils réclament évidemment, c'est une manière de chantage. Ils ont réclamé l'an passé, en 2015, 3 milliards de dollars pour 2016. Maintenant, d'ici à 2018, ils veulent 6 milliards, pas de dollars, d'euros d'ailleurs, 6 milliards d'euros. Donc on est bien dans ce rapport de force. Il faut encore que les Européens veuillent bien payer, parce que pour l'instant, ils n'ont pas versé un euro. Alors après, bon, c'est plus compliqué sur ce qui se passe en ce moment en Grèce. Il n'y a que 30% de Syriens dans les gens qui sont concernés en Grèce. Quand on dit 1 pour 1 sur les Syriens, ce 1 pour 1, c'est une idée de Mme Merkel, qu'elle a négociée directement. Elle ne s'est pas trop préoccupée des Européens. Elle a négocié directement avec Davutoglu, le Premier ministre turc. Le 1 pour 1 ne concerne que les Syriens. Et jusqu'à preuve du contraire, les autres ne l'ont pas accepté. Ça ne figure pas dans le communiqué, ce 1 pour 1 des Syriens. Ça ne figure pas dans la déclaration commune qui a été publiée à l'issue de ce sommet des 7 et 8 mars, je crois. Il doit y en avoir un autre pour préciser tout ça, et c'est compliqué. Donc ça ne figure pas dans le communiqué. À ma connaissance, les Britanniques ont déjà dit qu'ils refusaient catégoriquement ce principe. Les Français sont silencieux. On ne sait pas s'ils sont pour ou contre. Les Hongrois ont dit pas question. Et ils seront vraisemblablement suivis par l'ensemble des pays d'Europe de l'Est. Pas question non plus d'accepter le 1 pour 1 qui revient à une politique de répartition des réfugiés par quota des réfugiés syriens. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas, Anna Maria Merlopoli, justement les Européens. Finalement, ils ne veulent pas de réfugiés, parce qu'il faut être clair, ils ne veulent pas de réfugiés sur leur territoire, en gros. Il y a aujourd'hui une montée quand même des populismes, des réactions de xénophobie, même dans un pays comme l'Allemagne, qui était plutôt un pays très ouvert. D'ailleurs, Merkel a un test très important avec ses élections. 3 élections dans 3 landes dimanche. Ce week-end. Ah, ouais. Oui, mais il faut dire que c'est plutôt les gouvernements qui jouent cette carte, qui sont comme médusés, et ils ont peur de leur ombre. Il y a eu, pendant un certain moment, maintenant Merkel aussi a changé un peu, retourné sa veste à cause des élections de dimanche, mais c'était la seule, il faut bien le dire, qui avait osé dire on va y arriver, non? Le fameux Wirtschaffen das. Elle a intégré d'ailleurs 1 million parce que si on pense, 2015. Sur 500 millions, 1 million de réfugiés, ça fait 0,2%. Si on avait bien organisé la répartition, mais là, on n'a aucune solidarité. Par contre, les peuples n'ont pas été si frileux, au moins. Ou on voit bien en Grèce, les Grecs sont des pauvres gens qui les acceptent, ils les accueillent quelque part. Et les Français, quel regard vous portez sur les Français? Parce que vous dites les Français... À Lampedusa aussi, dans le sud d'Italie. Ah, oui. Et les Français, on a un discours de peur, parce qu'il y a la peur de Marine Le Pen, c'est surtout ça. Alors, on fait à peu près le même discours du côté du gouvernement, parce qu'on a peur de ça. Et on ne le dit pas. Mais sur place, à Calais, on a un bloc. C'est une situation de blocage parce que chacun décharge sur le voisin son problème. S'il n'y avait pas la frontière fermée de la part du Royaume-Uni, il n'y aurait pas ce camp de misérables à Calais. Mais même à Calais, la population n'a pas été... Il y a quand même eu une partie de la population, malgré... Beaucoup plus tendu. Oui, mais malgré la propagande, tous les jours, qu'on nous dit que c'est le désastre, que c'est... C'est tendu quand même, hein. Il y a d'ailleurs des Calaisiens qui sont montés à Paris, enfin qui sont plutôt descendus, qui sont allés sur Paris, notamment des commerçants qui disent qu'aujourd'hui ils doivent fermer boutique justement à cause de la situation dans le... Mais il y a aussi une partie de la population qui les aide. Mais on a aussi le Front National qui fait quand même de très gros scores en France. Même si moi je ne dirais pas que l'Europe ne veut pas accueillir de réfugiés, je dirais plutôt qu'elle ne veut plus en accueillir davantage si on se fie à l'évolution de l'opinion publique. Et là, je ne suis pas d'accord avec vous, madame, parce que si on considère par exemple la Suède, qui est le pays qui est toujours cité en exemple comme celui qui est le plus ouvert, le plus accueillant à l'égard des réfugiés, eh bien même là, l'opinion publique s'est durcie. Et le gouvernement, du coup... Qu'est-ce que fait dans une démocratie un gouvernement? En général, la Merkel c'est un cas un peu à part. En général, il répercute l'évolution les évolutions de l'opinion publique. Et donc le discours du gouvernement suédois lui-même
a changé avec le rétablissement des contrôles aux frontières. Et on a vu le rétablissement... on peut appeler ça un manque de solidarité. Mais est-ce que c'est une opinion publique de faire la politique d'un gouvernement? Est-ce que c'est pas plutôt au gouvernement d'être pédagogue, d'expliquer, de préparer des structures d'accueil et d'être réactif? C'est une excellente question de principe. Et pas l'inverse. Et on va voir dimanche ce qu'il en est en Allemagne, justement. Ça va être un test très important pour Merkel. Observer. Est-ce que c'est la démocratie directe ou est-ce que c'est tel que les sondages permettent approximativement de l'apprécier, ou est-ce qu'on fait de la démocratie représentative, c'est-à-dire qu'on est jugé à terme sur des résultats globaux? Il me semble que l'ère du temps, ça soit plutôt la démocratie directe. Alain Frachon, un mot quand même sur cette générosité. Vous trouvez qu'il y a une absence de générosité de la part des Européens? Et je pense précisément des Français aussi. Je crois que pour l'instant, on a accueilli 300 personnes qui ont été relocalisées, alors que la France avait promis d'en prendre 30 000 en l'espace de 2 ans. Et pour l'instant, on n'en est qu'à 300. Donc il y a encore du chemin à parcourir. Écoutez, moi, quelquefois, j'aime bien une approche non morale de cette question. Je trouve qu'il y a une contradiction entre le fait de critiquer Merkel c'est elle qui a inventé cet accord avec les Turcs, et en disant tous les réfugiés maintenant qui arrivent illégalement en Grèce, on va les ramener, qu'ils le veuillent ou non, en Turquie, et à partir de la Grèce, on dit aux réfugiés syriens, vous n'obtiendrez rien pour l'entrée en Europe, ça doit se faire en Turquie. Vous faites votre demande d'asile politique ou d'immigration économique en Turquie, dans les camps de réfugiés du Haut Commissariat pour les Nations Unies, qui auront un dispositif pour recevoir votre demande d'immigration dans tel ou tel pays de l'Union européenne. Donc on la critique pour avoir mis ce mécanisme en place, qui est de dire au fond, on confie aux Turcs le soin de surveiller nos frontières. Bon, c'est vrai, pratiquement, ok. Mais à ce moment-là, si on la critique sur ce point, il faut arrêter de dire aussi les 126 noyades tous les mois, on va faire pleurer toutes les populations avec. Il faut être logique. Dans l'état actuel de la situation, la route des Balkans, vous l'avez dit, est barrée. Qu'on le veuille ou non, opinion publique hésitante, gouvernement qui n'exerce pas assez leur leadership, etc. Qu'on le veuille ou non, l'Europe de l'Ouest, à tort ou à raison, estime qu'elle ne va pas intégrer encore 1 million de réfugiés venant du Grand Moyen-Orient, disons, Afghanistan ou Machrek, eh bien à ce moment-là, il faut être logique avec soi-même. Le mécanisme qu'a imaginé Mme Merkel, il pose des problèmes juridiques, il n'est pas réglé, il faudra un autre sommet européen, la mi-mars, pour le régler, mais il a sa logique. Et sa logique, c'est de casser les réseaux de passeurs et de dire, c'est fini de voir des gens s'embarquer à 40 ou 50 sur des bateaux dont on sait pertinemment que 1 sur 10 va se renverser, enfin va couler, pour dire les choses comme elles sont, et qu'on va à nouveau récupérer des cadavres sur les plages de la Grèce, comme les Italiens ne le savent que trop. Isis, il y a des dessins justement beaucoup de dessins justement sur la crise migratoire et sur cette discussion entre les Européens et les Turcs. Oui, il y a beaucoup de dessins. Justement, les dessinateurs suivent cette actualité depuis 2 mois. Donc, ces premiers dessins des et al, dessinateur américain. Je fais une parenthèse parce qu'il a fait les dessins exprès pour l'émission de ce soir. On le remercie. Il intitule Négociation d'échange des migrants. Et voilà la métaphore du robinet. D'un côté, on a l'eau froide représentée par l'Union européenne et de l'autre côté, la Turquie, l'eau chaude. Et voilà ce qui se passe avec un robinet qui est cassé. Et il y a les migrants qui tombent dans ces nouveaux no man's land. Un autre dessin des Bado, dessinateurs belges. Voilà, ça y est, la Turquie fait partie de l'Europe, s'exclament ces réfugiés qui se heurtent à cette nouvelle muraille qui a continué à grandir l'Union européenne avec le drapeau de la Turquie qui vient se mettre entre les étoiles du drapeau de l'Union européenne. Un autre dessin des millions de dessinateurs français. Voilà un peu l'idée de comment se sont déroulées ces négociations. La partie des dupes intitule lui, on pourrait dire plutôt la partie de strip poker. Donc on a d'un côté de la table l'Europe qui est déjà un sous-vêtement. Tu prends, on se couche. Et de l'autre côté, on a Erdogan qui dit « et gérant, et je prends 3 milliards en plus ». Alors, il y a un autre personnage qui est dans la table de poker, mais qui n'a pas de carte, qui n'est pas en train de jouer. Et c'est le personnage de droit de l'homme qui, lui, s'exclame. Lui, ça le fait rire. Moi, ça me fend le cœur. Et derrière, nous voyons les migrants qui regardent comment leur sort se joue dans
dans un jeu de poker. Un autre dessin pour présenter justement cette ballet diplomatique, un dessin de Joep Bertrams, un dessinateur de Pays-Bas. Voilà, on marche sur 2 œufs. L'Union européenne essaye tant mal que bien délicatement sortir de cette situation. Les drapeaux de la Turquie. Et on voit très bien que malgré ses précautions, elle a déjà écrasé les premiers œufs. Et allez, un autre dessin, puisqu'on parlait justement d'Angela Merkel, crise des migrants vers un accord avec la Turquie, un dessin de Debum, dessinateur suisse, qui met en scène 2 personnages très importants de cette semaine. On voit le Premier ministre turc Davutoglu qui prend Angela Merkel et 2 ou 3 accessoires dont on ne s'en sert plus, lui dit Merkel. Donc la pancarte des bienvenus aux migrants et le Premier ministre turc qui part avec ses cadeaux et une valise avec de l'argent. Il y a 5 ans, la terre tremblait au Japon, un séisme suivi d'un tsunami et la centrale de Fukushima endommagée, bilan plus de 20 000 morts. Aujourd'hui, il y a encore 176 000 personnes déplacées, une catastrophe qui a posé de nombreuses questions sur la sûreté nucléaire et en pose aujourd'hui encore. Guillaume Perrault, le nucléaire, ce sont aussi des accidents, c'est Tchernobyl, c'est Fukushima. Il y a des risques, mais selon vous, on ne peut pas se passer du nucléaire, ou il faut s'en passer du nucléaire, il faut aller vers une sortie du nucléaire? Ça dépend si on pose la question sur le terrain des principes ou si on considère la situation dans chaque région du monde. S'agissant de la France, ça a toujours été considéré comme un atout sous la Ve République et c'était regardé par les présidents de la République comme quelque chose de très important de lancer des programmes nucléaires. Dès qu'il y a eu le premier choc pétrolier en 1973, la réaction de l'Élysée à l'époque, Pompidou puis Giscard, ça a été de construire de nouvelles centrales nucléaires pour garantir l'indépendance énergétique de la France. Donc ça, pour la France, même si le discours a évolué parce qu'il y a la COP21, parce qu'il faut miser sur les énergies renouvelables, il n'est pas question pour la France d'abandonner le nucléaire. On sait que l'Allemagne a fait un choix tout à fait opposé. Et puis, vous avez après toutes sortes de situations intermédiaires. Vous avez des pays qui ont ralenti leur programme d'équipement nucléaire ou qui l'ont stoppé, comme l'Afrique du Sud, le Brésil ou encore l'Inde. Puis vous en avez qui misent tout sur le nucléaire, beaucoup sur le nucléaire, comme la Chine, par exemple, la Russie ou les pays du Golfe et qui n'ont pas d'état d'âme. Anna-Maria Merlopoli, l'Italie, elle a renoncé au nucleaire. Oui, il y a eu un référendum. Après, on achète un peu d'énergie de la France qui vient du nucléaire, mais on ne regarde pas. Mais bon, là aussi, on voit bien que l'Europe, chacun pour soi. Disons, chacun fait ses choix et on ne regarde pas le voisin, parce qu'on a l'Allemagne qui a décidé de sortir. La France qui pratiquement ne bouge pas, parce que Fessenheim, on ne sait pas. C'était une promesse électorale, mais bon, pour l'instant... Et puis là, il y a une sorte de cafouillis aussi gouvernemental. Oui, et puis maintenant, il y a les pays aux alentours de la France. Il y a eu l'Allemagne, il y a eu la Suisse et le Luxembourg qui demandent la fermeture de centrales parce qu'ils ne sont pas sûrs que les nouvelles règles après Fukushima soient respectées. Donc, Alain Frachon, est-ce qu'il y a un risque peut-être de Fukushima aussi en France? On parle justement d'un risque nucléaire. D'ailleurs, il y a eu des déclarations assez inquiétantes cette semaine du président de l'autorité de sûreté nucléaire qui pointe des dangers. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on a quand même un parc nucléaire plutôt vieillissant. Vieillissant, mais en même temps, il est soumis à des contraintes de sécurité constamment renouvelées qui l'ont été après Fukushima. Alors, moi, je ne suis pas technicien de ça, mais bon... Il faut sortir, selon vous, du nucléaire ou pas? Non, j'en sais rien, moi. Je trouve que la ligne de défense, la ligne neutre, sans trop d'a priori, c'est de dire le nucléaire ne sert qu'à une seule chose, le temps de la transition énergétique. On peut dire ça. Et on peut dire aussi que ça nous a appris à nous méfier du jugement des ingénieurs. Les ingénieurs avaient dit à Fukushima, on construit un mur de 6 mètres de haut. On a étudié la hauteur des vagues depuis je ne sais combien de siècles sur cette côte japonaise. Jamais il y a eu des vagues qui ont dépassé 3 mètres. Donc on est tranquille. Bon, là, il y en a eu des vagues de 9 à 11 mètres. Elles sont rentrées dans la centrale. Donc se méfier des ingénieurs. C'est une énergie propre, hein, n'oubliez pas, sur le plan. Il y a toute une partie du mouvement écologique est très pro-nucléaire. Oui, à la COP21, on n'a même pas parlé, d'ailleurs. Énergie propre et peu coûteuse aussi pour les consommateurs. Voilà. Ah oui. Ça, il faut voir. Isis,
Est-ce qu'on a quelques dessins? Ah oui. Alors, ces premiers dessins des Chapat qu'il avait fait justement il y a 5 ans, qui décrit très bien cette tragédie qui a débuté par un séisme, suivi par un tsunami et qui s'est fini par l'explosion dans les réacteurs 1 de la centrale nucléaire. Cet autre dessin d'Avi Katz, dessinateur israélien aussi, qu'il avait fait à l'époque et qui reprend le célèbre dessin des La Vague de Dokusai. Et voilà, ces doigts de la mer qui devient destructrice et qui ouvre cette boîte des Pandore qui libère le nucléaire. Cet autre dessin de Pierre Kroll, dessinateur belge. Voilà, il y a 5 ans, Fukushima, et un enfant qui demande « c'était quoi ?» Et nous voyons cette personne qui a sa tenue de protection nucléaire. Tu as raté ça? Oh, ne t'en fais pas, il y a de plus en plus des centrales nucléaires de par le monde. Une manière de lui dire, t'inquiète pas, dans ta vie, tu connaîtras une autre problématique nucléaire. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette semaine dans le monde. Cette expo, à ne pas rater, c'est en Belgique. Si vous passez par la Belgique, si vous y êtes. Ceci n'est pas l'Europe et c'est au musée du Mons Memorial Museum. Voilà, organisé par Cartooning for Peace. Merci Guillaume Perrault, merci beaucoup Anna-Maria Merleau-Poli, merci beaucoup à vous Isis. Merci Alain Frachon, vous reviendrez? C'est pas possible. Dans 10 ans. Si vous m'invitez. Mais toujours, je vous inviterai Alain Frachon. Merci encore à tous les 4. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous, on accueille tout de suite Mounia Benaïssa, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce vendredi. Allez, on va parler, ça nous a fait beaucoup rire en plateau, hors antenne. C'est des déclarations, Alain Frachon, de Barack Obama concernant l'intervention en Libye qui avait été menée conjointement et par David Cameron, Premier ministre britannique, et par Nicolas Sarkozy. Il a eu des mots assez durs, Barack Obama. Et oui, et on va y revenir très largement. Et puis, on a l'impression qu'à quelques mois de la fin de son mandat, eh bien, Barack Obama se lâche. Il a accordé, vous l'avez dit, une interview fluffed au magazine The Atlantic à propos de sa politique étrangère, interrogé sur l'intervention en Libye, et le président américain ne fait pas dans la langue de bois, et c'est le moins qu'on puisse dire. Il fait ce constat, Libya is a mess, c'est le chaos en Libye. En réalité, il évoque en coulisses ce qu'il appelle shit show. En gros, la Libye est devenue, je le cite, un merdier. C'est ce que reprend d'ailleurs le site Slate. Il accuse ses partenaires européens de ne pas avoir fait le service après-vente. Ils n'ont pas assuré le suivi, dit-il. Le Premier ministre David Cameron, il a été distrait par d'autres choses. Et Nicolas Sarkozy aussi en prend pour son grade. Je le cite, le président français voulait claironner ses succès dans la campagne alors que nous avions détruit toutes les forces anti-aériennes. Pour le moment, Nicolas Sarkozy n'a pas réagi ni sur son compte Twitter, ni sur Facebook. En revanche, de l'autre côté de la Manche, ce sont plutôt les médias britanniques qui ont réagi. Ils ne sont pas contents, ces médias britanniques. Pour le Guardian, tout simplement, les propos de Barack Obama révèlent en réalité ses propres faiblesses en matière de politique étrangère. Et puis, au 10 Downing Street, on n'est pas franchement content. Il a fallu que Washington rassure son allié britannique en rappelant l'importance de la relation et à quel point elle était spéciale. C'est en tout cas ce qu'on peut lire dans le Daily Mail qui évoque la branche d'olivier tendue par l'administration Obama. Barack Obama qui s'en est pris également à d'autres leaders. Alors oui, on fait plusieurs leaders, ont fait les frais des phrases assassines du président américain, le roi Abdallah de Jordanie, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, encore en Turquie, le président Erdogan, qu'il qualifie d'autoritaire et qu'il considère comme étant un échec pour la région. On a l'impression que Barack Obama a voulu régler ses comptes. Enfin, chose intéressante, il fait pas mal de comparaisons dans son interview, des comparaisons notamment cinématographiques. Il cite Le Parrain ou encore Batman, The Dark Knight plus précisément, pour parler de la situation en Syrie. Et pour Barack Obama, le groupe État islamique, c'est le Joker. Et comme nous dit Kiara Lewis, il dit si ISIS est le Joker, je suis Batman, en référence à Barack Obama. Alors, il y en a un qui a les faveurs du président américain en ce moment, c'est le Premier ministre canadien, c'est Justin Trudeau. Alors, rien à voir avec son interview, mais plutôt avec la visite officielle du président canadien à la Maison-Blanche, une visite largement tweetée par Justin Trudeau. On va en voir quelques
présente ces tweets, celui-là. Merci à Barack Obama pour l'accueil chaleureux. Sophie et moi, nous nous sentons comme chez nous déjà, ou encore au moment du toast, puissent mes cheveux gris apparaître bien plus lentement que les vôtres. Et sur Twitter, on s'amuse beaucoup de cette bonne entente. On parle sur le site Slate d'une bromance, pas tout à fait une romance, mais presque. Et on va voir quelques tweets, deux petits tweets d'utilisateurs de Twitter qui nous disent, comme Robin, j'aimerais que quelqu'un me regarde comme Trudeau regarde Obama, ou ce petit dernier, non, je ne peux pas, Michel sera au courant. Personne ne saura, Barry, personne. Merci beaucoup, merci Mounia. Merci encore à tous les 4 d'avoir participé à cette semaine dans le monde. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée sur France 24, très bon week-end. Tout de suite, le journal. Et je vous retrouve lundi à partir de 18h, heure de Paris.